Donc, je m'appelle Nicolas Perrault, je suis enseignant-chercheur donc, à l'Université du Mans. Et donc, premièrement, je vais remercier un petit peu tout le comité d'organisation de ce colloque d'organiser justement cette session de présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là, de retrouver un peu les collègues et puis de pouvoir vous présenter la thématique, on va dire, de la biomécanique de la foulée en course à pied. Et on va tenter de faire le lien un petit peu avec les blessures et la performance. Alors, je vais commencer par une petite photo de notre collègue Cyril Forestier, donc, qui actuellement donc, fait un petit peu de la vulgarisation un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu en trail et ultra trail. Donc, il a un site qui s'appelle Courir Mieux. Et j'ai pris sa photo, c'est lui qui court là, tout simplement parce qu'il s'est posé la question il n'y a pas longtemps, justement, de savoir un petit peu si jamais on devait se poser la question de si jamais on devait étudier ou pas, et se poser la question de comment doit-on courir. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de courir? Est-ce qu'il y a une foulée qui serait idéale pour les coureurs et qui permettrait donc justement de prévenir un petit peu les blessures et d'augmenter, d'améliorer la performance en course à pied. Donc je me suis permis de reprendre sa photo et puis le débat actuel sur la biomécanique de la foulée. Donc on va tenter de répondre un petit peu à cette question. Ça veut dire on va parler un peu de biomécanique. Je m'en excuse un petit peu par avance, mais on va essayer de vulgariser un petit peu et puis on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on s'intéresse à la foulée d'un point de vue biomécanique, justement pour mieux comprendre les notions de performance et surtout de blessure. Alors la première chose, pour introduire un peu cette présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que en course à pied, si jamais on part du principe qu'on marche, enfin on court, pardon, à 180 pas par minute, ce qui est à peu près une moyenne de fréquence lorsque l'on fait de la course, mais ça varie, on pourrait y revenir après sur cette problématique de fréquence. On fait à peu près, on va dire, 10, 11, 12 000 pas toutes les heures. Et à chaque fois que l'on va faire un pas, on va générer un impact. Ça veut dire qu'on va poser le pied au sol. Et à chaque fois que le pied va se poser le pied au sol, il va y avoir ce que l'on appelle un choc, un impact du pied contre le sol. Et cet impact va générer une onde de choc qui va se propager dans tout le système musculo-squelettique. Et cette onde de choc va générer une vibration de tout le squelette, le système musculo-squelettique. Et cette vibration, elle va peut-être pouvoir générer justement des dommages, des blessures. Et on va voir justement quel est un petit peu l'impact de cette vibration avec le lien avec les blessures. Alors si on avance un tout petit peu, donc là j'ai repris on va dire une figure de l'étude donc de Play et collaborateurs. Donc je me suis permis de mettre tous les auteurs parce que j'ai trouvé qu'il y avait une belle brochette d'auteurs ici. Donc c'est un peu tous des spécialistes de la physio et de la bioméca du trail qui étaient autour de cet article. Et en tout cas en partie français. Et en tout cas, ce que l'on peut voir ici, c'est que je vais essayer de vous l'expliquer, c'est que quand le coureur ici, qui est en bas, va poser le pied au sol, ici, il va générer une force. C'est une force verticale. Et cette force verticale, ici, on peut voir ici, il y a un pic de force qu'on appelle le pic passif. Et associé à ce pic de force passif, ici, qui correspond, on le verra un peu plus tard, à la pose du talon au sol, donc à l'impact du talon au sol, on va générer ici une accélération. Donc là, vous voyez le signal d'accélération qui est enregistré au niveau, donc, on va dire, au niveau des fléchisseurs plantaires. Et ici, donc, on a vraiment un pic. Et ce pic d'accélération, il est associé justement à ce pic de force. Et c'est ça qui va faire un petit peu vibrer le système musculo-squelettique lorsque l'on va l'analyser. Alors, heureusement, on a différentes façons pour essayer de limiter les impacts et de limiter cette vibration lorsque l'on va poser le pied au sol. Et parmi les différentes façons, la plus évidente, ce sont tous les accessoires et les vêtements de sport. La première chose que vous choisissez quand vous partez courir, c'est la paire de chaussures que vous allez prendre. Et on va se rendre compte que la chaussure, ça va être le première interface avec le sol qui va pouvoir justement limiter ou pas, on verra après, les impacts et l'onde de choc, donc la vibration qui est associée à cet impact. On va avoir également tout ce qui va concerner la foulée, donc la façon dont vous allez avoir le comportement un petit peu du membre inférieur lorsque vous allez impacter le sol avec votre pied. Donc ce qu'on va appeler nous la biomécanique de la foulée, donc qui va pouvoir également limiter ces impacts et également les vibrations. Et puis, il y a un autre concept qui vient donc d'une équipe chercheurs nord-américaine qui s'appelle le muscle tuning. C'est en gros le réglage du muscle, c'est-à-dire comment vous pouvez régler votre muscle pour également limiter ses impacts et ses vibrations. Ici, justement là-haut, c'était le dernier signal que je ne vous ai pas présenté. Il s'agit de l'analyse électromyographique, toujours du même muscle, au niveau des fléchisseurs plantaires ici. Et on peut voir qu'avant que le coureur pose le pied au sol,
on a déjà des activations musculaires au niveau des gastrocnémiens. Et donc, ces activations musculaires, elles auraient en partie pour rôle de pouvoir, justement, c'est ce qu'on appelle le muscle tuning, donc ces préactivations, elles auraient pour, on va dire, pour mission de pouvoir modifier les capacités, ou plutôt la façon dont le muscle et les tissus mous vont se comporter, de manière justement à amortir la vibration et à pouvoir également limiter l'impact du pied au sol. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu tout ça dans ce cours, dans cette présentation, excusez-moi, où justement on va essayer un peu de voir les différents mécanismes qui sont associés à la gestion de l'impact et à la gestion de la vibration, et voir un petit peu si jamais on peut on va dire, voir un petit peu si jamais il y a des liens avec les blessures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est un peu dans le scénario idéal, hein. Ça veut dire on va s'intéresser à ces paramètres lorsque l'on est frais. Ça veut dire frais, ça veut dire que lorsque l'on vient juste de commencer à courir et qu'on n'est pas avec des heures et des heures de course on va dire, derrière nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces paramètres ici vont directement également modifier avec la fatigue la capacité que l'on aura donc on va dire, à amortir cette vibration et à limiter l'impact au sol. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va courir vite et plus on aura des pics et plus on aura des vibrations, et puis plus on sera fatigué et moins on aura la capacité d'amortir ces impacts et ces vibrations. Alors si on avance un petit peu plus et qu'on s'intéresse à la vibration, donc la vibration ici, si jamais on s'en intéresse dans le domaine temporel, ici on voit le graphique de gauche qui est ici, et ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que dans le domaine temporel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un pic positif, un pic négatif, donc il y a une amplitude de pic. Et là, regardez les valeurs, elles sont quand même assez impressionnantes, elles sont de l'ordre de 200 mètres secondes carrés. C'est énorme, hein, puisque 1 G, c'est 10 mètres secondes carrés, donc c'est l'équivalent à 20 fois la gravité sur Terre. Heureusement, cette décélération, enfin ce changement d'accélération brutale dure très 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 peu de temps, puisqu'on est à peu près sur entre 20 et 50 millisecondes, donc c'est vraiment sur des temps très très courts, heureusement, sinon on aurait des contraintes qui seraient énormes. Et si jamais maintenant on passe dans le domaine un peu plus fréquentiel pour essayer de mieux la comprendre, on se rend compte que cet impact ici va avoir un contenu fréquentiel qui va être principalement en basse fréquence. Ça veut dire autour à peu près des 15 Hz ici pour le pic ici. Et après, ça va s'amortir. On va avoir moins de contenu fréquentiel quand la fréquence va augmenter. Donc, ici, ce que l'on peut retenir, c'est qu'à chaque fois que l'on va avoir un impact, donc on va faire vibrer le système musculo-squelettique et il va vibrer avec, on va dire, une fondamentale de vibration qui va être autour donc de 15-20 Hz. Alors, si on s'intéresse maintenant à la fréquence de nos tissus, des chercheurs ont montré que si jamais on regarde un petit peu la fréquence naturelle, ça veut dire que si jamais on impacte ce matériau, ou alors ici ce tissu, on regarde à quelle fréquence il vibre naturellement. Et on se rend compte que si jamais on prend les os, ils vibrent à peu près entre 200 et 900 Hz. Donc on est très au-dessus de la fréquence, on va dire, vibratoire lors de l'impact. Donc ça, c'est bien, pour les os, il n'y a pas de problème. Sauf que si on regarde maintenant les tissus mous, ils vibrent également de manière naturelle autour des 15 Hz. Ça veut dire qu'on a une vibration, on va dire en tout cas une fréquence vibratoire, qui est naturellement identique au niveau des tissus mous à celle de l'impact. Et ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème, pourquoi? Parce que on va rentrer dans le phénomène qu'on appelle un phénomène de résonance, qui fait que lorsque on fait vibrer quelque chose à sa fréquence naturelle, la vibration va avoir tendance à s'amplifier. Et ça, c'est le fameux test que vous devez tous avoir vu une fois, on va dire sur des vidéos ou alors même en cours de physique, qui fait que si jamais on s'amuse à regarder la fréquence naturelle d'un verre et qu'avec un diapason, on fait vibrer donc autour de ce verre, donc on met une fréquence de vibration autour de ce verre, si les deux fréquences sont les mêmes, l'oscillation, la fréquence va augmenter jusqu'à ce que le verre casse. Donc la question que l'on peut se poser, c'est étant donné que la fréquence de résonance des tissus mous lorsque le muscle est relâché, on verra ça a toute son importance puisqu'on verra que le muscle peut se contracter et modifier sa fréquence naturelle justement. En tout cas, cette fréquence naturelle des tissus mous, quand je parle des tissus mous, c'est tout, hein, c'est la peau, le tissu adipeux, les muscles, ça peut être également les tendons, enfin tout ce qui est tissu mou, donc qui est en gros le complexe lorsque l'on court autour des membres inférieurs. Et donc vu que ça vibre à 15 Hz comme à peu près l'impact qui fait vibrer, la question c'est ça peut créer ou pas des dommages au niveau de ces tissus. Alors si on essaye d'aller encore un petit peu plus loin dans cette analyse, on voit ici que
on peut limiter justement ce phénomène de résonance grâce à deux manières. D'abord, pour essayer de comprendre ces deux façons de limiter le phénomène de résonance, il faut comprendre comment peut-on modéliser d'un point de vue mécanique, plus exactement biomécanique, les tissus mous. Donc en fait, c'est un système oscillatoire qui est défini par simplement une masse, un ressort, et ici, on va dire un amortisseur qui a, qui a son coefficient d'amortissement. Donc ça veut dire que le tissu mou, il va se comporter un petit peu comme un système qui va pouvoir, on va dire, osciller, mais qui va être également amorti grâce à ce système visqueux. Donc ici, on a deux choses que l'on peut modifier dans ce complexe un petit peu mécanique. La première, c'est modifier la fréquence naturelle de vibration. Ça veut dire que si jamais on arrive à modifier cette fréquence naturelle de vibration, on va s'éloigner de la fréquence, donc de l'harmonique de la fréquence liée à l'impact, et on pourrait s'éloigner de ce phénomène justement de résonance. Et puis on peut également augmenter le coefficient d'amortissement, ça veut dire cette fois jouer sur l'amortisseur qui est ici, pour essayer justement, sur la partie visqueuse des tissus mous, pour essayer justement que la vibration soit plus amortie. Donc soit on peut changer un peu la raideur du ressort ici, donc la constante de raideur, soit la constante d'amortissement. Et ça va pouvoir se faire justement avec les activités musculaires. Lorsque l'on va contracter les muscles, on va changer ses propriétés mécaniques et ça va peut-être permettre, on le verra ensuite, de pouvoir limiter ces fréquences de résonance. Alors, ici, si on va un tout petit peu plus loin sur les façons maintenant de pouvoir justement diminuer l'impact et la vibration, j'insiste bien sur les deux parce que les deux phénomènes sont complètement différents. Il y a l'impact qui est le fait vraiment de générer donc un choc lors de la pose du pied, et puis il y a le phénomène vibratoire qui en résulte, qui fait vibrer le système musculo-squelettique et qui lui peut poser ses propres dommages et ses propres problèmes. Donc comment on a deux, on va dire, points sur lesquels on peut travailler si on veut limiter justement on va dire les contraintes biomécaniques en course à pied. C'est soit sur l'origine de l'impact, donc en essayant de peut-être d'amortir sur un temps plus grand par exemple, ou soit sur la vibration, soit en changeant la fréquence, soit en essayant d'augmenter le coefficient d'amortissement. Alors, si on revient un petit peu à ce que l'on a dit tout à l'heure, déjà la première façon que l'on a de limiter l'impact, eh ben, ça va être tout ce qui va être déformation et amortissement des tissus mous. Quand on va poser le pied au sol, il va y avoir les os, il va y avoir le coussinet adipeux, on va dire, au niveau du pied, sous le talon. Il va y avoir différents, on va dire, tissus qui vont pouvoir se déformer, commencer à absorber un petit peu cet impact et qui vont permettre de limiter justement cette vibration. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre composition corporelle, en fonction de votre anthropométrie, eh ben, vous allez avoir déjà différentes façons de pouvoir amortir naturellement l'impact. Il y a des études qui sont intéressées à faire courir, par exemple, des haltérophiles, à faire courir notamment des coureurs de longue distance avec des anthropométries et puis des compositions corporelles différentes. Et on voit que dans tous les cas, ils n'auront pas les mêmes capacités anthropométriques à amortir, on va dire, directement l'impact ou l'onde de choc. Donc ça va dépendre également de toute votre compo et puis anthropométrie. Ensuite, il y a également la possibilité d'avoir des vêtements accessoires de type manchon de compression qui vont pouvoir également travailler un petit peu cette vibration. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir juste après. Il y a également, bien entendu, la chaussure à travers la déformation de la semelle et l'amortissement de la vibration avec des mousses de plus en plus viscoélastiques. Et puis, on va finir justement par la biomécanique de la foulée. Ça veut dire comment est-ce que l'on a une façon de courir, un style de foulée qui permettrait justement d'amortir ces impacts et de limiter les risques de blessures. Alors, j'ai essayé de prendre quelques articles, on va dire, qui sont un petit peu référents, tout en sachant que la littérature est quand même grande dans ce domaine. Enfin, ça dépend de où on regarde, mais en tout cas, on s'intéresse vraiment à différents champs de la littérature, et il y a beaucoup à dire. Donc, j'ai essayé de prendre les articles, on va dire, les plus percutants pour essayer de représenter le phénomène. Donc ici, on a une étude qui s'est intéressée justement à faire courir 14 coureurs qui sont loisirs, donc à 3 vitesses différentes, et ils ont essayé de regarder l'effet de vêtements de compression. Donc là, c'était un short qui était porté au niveau de la cuisse et au niveau de la jambe, comme ça c'est la photo de l'article ici, c'est les manchons, enfin c'est le cuissard qu'ils ont utilisé. Et ils ont regardé un petit peu l'impact de ce cuissard, donc compressif, sur justement les vibrations et l'activité du muscle. Ce qu'ils ont trouvé rapidement, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement,
Ici, c'est ce qui se passe au niveau plutôt donc, des vastes. Ici, c'est au niveau du gastrocnémien, donc on est au niveau de la cuisse et de la jambe. Et là, c'est ici le RMS de l'accélération. Donc en gros, on va retenir, c'est la quantité d'accélération qui est absorbée au niveau de ces muscles. Et on se rend compte qu'ici, il y a des différences significatives par rapport à ce qui est blanc, c'est la condition contrôle. Et là, c'était 3 manchons, enfin 3 bas de compression qu'ils ont essayé. Et on se rend compte que selon les bas de compression qui étaient essayés, et selon que l'on soit au niveau des vastes ou des gastrocnémiens, eh ben, on peut avoir un amortissement donc, de ce choc qui est, on va dire, lié justement à ces manchons compressifs. Pareil ici, au niveau du gastrocnémien, mais pas pour tout. Et puis au niveau de l'activité EMG des muscles, eh ben, on voit que l'activité EMG est significativement plus petite lorsque l'on porte ces bas compressifs. Donc en gros, pour la conclusion de cette étude, c'est qu'il montre qu'avec des vêtements de compression, on peut limiter la vibration au niveau des cuisses et des jambes, que ça permet également de limiter l'activité musculaire et que cette moindre activité musculaire, donc enregistrée avec de l'EMG, serait, on va dire, peut-être une adaptation qui permettrait donc de limiter un petit peu ce qu'on appelle le muscle tuning. Souvenez-vous, c'est Nig et ses collaborateurs qui l'ont développé, qui montre que on peut avoir une activité musculaire pour justement essayer d'amortir cette vibration. Donc en fait, si jamais on a des tissus compressifs qui limitent cette vibration, en changeant la composante mécanique du membre inférieur, puisque en venant compresser, on va changer le système oscillant, on va changer ses capacités mécaniques, et donc on limite la vibration, et donc on a besoin de moins d'activité musculaire, et peut-être que ça serait bien pour la performance, puisque ça permettrait de moins s'épuiser d'un point de vue neuromusculaire. Alors, une autre étude, deux autres études ici, dont une étude française qui sont citées ici, donc de 2011 et 2018, se sont intéressés à la même chose, donc au port de vêtements compressifs, mais ici, donc avec et sans, ils ont fait courir les personnes, mais ils se sont intéressés dans une condition de l'effet de ces vêtements en condition de fatigue. Donc, ils ont fait courir 40 minutes en descente des personnes donc dans des pentes de 8 à 10 degrés, avec des intensités relativement hautes qui peuvent aller jusqu'à 85% de VO2 max. Et ils ont mesuré ici directement les vibrations et les dommages musculaires et puis les douleurs ressenties un jour et 2 jours après l'effort. Donc là, c'est la fusion de 2 études que je vous présente ici. Et les 2 études ensemble, qu'est-ce qu'elles ont montré? Que lorsque l'on court avec des bas compressifs ici, eh ben, on a bien une diminution des vibrations avec la compression, qu'à un jour après l'effort, on a moins de douleurs musculaires. Donc, on a moins de douleurs musculaires que par rapport à la condition contrôle sans la compression. Et de manière intéressante également, donc ça avait été fait avec des biopsies, il y avait moins d'inflammation et moins de dommages musculaires lorsque l'on portait des bas avec compression 2 jours après l'effort. Donc, ce que l'on peut également conclure de ces études, c'est que les bas de compression en course en descente limitent également les vibrations, diminuent la fatigue et les dommages musculaires. Et donc, cette diminution de ces vibrations qui sont liées donc aux impacts en course à pied permettrait peut-être de gagner du coup en performance, puisque moins de fatigue et moins de dommages, ça permet de mieux s'entraîner, de courir plus vite, en tout cas d'arriver à mieux performer. Alors si on continue toujours un petit peu sur le matériel et leur impact justement sur, leur influence sur les impacts et les vibrations, il y a également bien entendu le rôle de la chaussure. Donc il y a beaucoup d'études sur les chaussures, mais je ne vais pas tous également les citer, toutes les citer, mais on va essayer de reprendre également celles qui sont un petit peu marquantes. Donc déjà, quand on parle de la chaussure, on doit, je pense, parler de Marlène Giandolini. Marlène Giandolini, donc, elle a fait ses études de thèse à Saint-Étienne, donc c'est une doctorante notamment de Guillaume Millet que vous allez rencontrer cet après-midi, et donc en biomécanique et physiologie, et qui a fait une thèse en cifres avec la société Salomon, et donc qui a travaillé justement sur toute sa thèse sur la chaussure, la biomécanique de la foulée, et comment, on va dire, l'interface homme-matériel. Et donc là, elle est ingénieure chez Salomon, et puis docteur également. Et donc, avec son équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé des chaussures donc de marque Salomon, et ils ont juste changé le type de mousse. Donc, ils ont pris des chaussures strictement identiques, avec une mousse de type classique, on va dire sans composante viscoélastique, et puis une autre mousse avec une composante visqueuse beaucoup plus grande, donc qu'on va appeler viscoélastique, qui est ici, et qui permet donc le matériau viscoélastique permet justement d'augmenter le taux d'amortissement de la vibration.
Viscoélastique, ça veut dire qu'en fait, ça se comporte comme un amortisseur de voiture, avec donc des mouvements un petit peu de liquide dans le système, ce qui va permettre d'amortir très rapidement la vibration et donc d'éviter que cette vibration se propage au système musculo-squelettique. Ce que l'on voit dans son étude, qui a été donc réalisée donc en 2020, c'est que ici, déjà, si on s'intéresse ici à l'onde, on va dire à l'onde de choc, donc à l'impact, eh ben, on a une diminution des amplitudes de vibration, que ce soit ici au niveau du gastrocnémien ou du vaste médial qui était ici. Donc ça, déjà, la première chose, c'est qu'on voit que les chaussures, on va dire, permettent de réduire cette vibration et en tout cas l'amplitude de cette vibration. Par contre, ce que vous pouvez voir et ce qui est déjà assez surprenant, c'est qu'ici, vous avez toutes les tendances qui sont individuelles avec les petites courbes grises. Donc ça, c'est la diminution par rapport à la condition contrôle. Et on voit déjà une première chose, c'est que tout le monde ne répond pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça fonctionne bien, mais de manière individuelle, il y a des personnes qui répondent très bien, des personnes qui répondent très peu. Donc ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'en moyenne, ça fonctionne, mais que la réponse est déjà vraiment très très individuelle. Ensuite, ici, ce deuxième graphique, il essaye de montrer justement la modification de la capacité d'amortissement de la vibration. Et là, pareil, on a une augmentation de cette capacité d'amortissement, parce que quand ça diminue, c'est que la capacité d'amortissement est améliorée. Mais regardez la même chose ici, au niveau du gastroc médial ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit des tendances qui partent dans tous les sens, donc ça, c'est pas significatif au niveau des gastro, mais au niveau du vaste ici médial, là, c'est significatif. Mais pareil, il y a des personnes qui, eux, augmentent, alors que d'autres personnes vont réduire ce coefficient donc d'amortissement. Donc pareil, en moyenne, ça peut fonctionner, mais de manière individuelle, eh ben, il y a des répondants et des non-répondants. Donc il faut faire très attention lorsque l'on s'intéresse justement à la chaussure et aux matériaux choisis, parce que ce n'est pas parce que ça fonctionne en moyenne que ça fonctionnera sur tout le monde. Donc là, on était juste au niveau déjà de la mousse choisie. On n'était pas du tout sur la forme de la chaussure, on n'était pas sur le poids, on n'était pas sur le drop, on était juste sur la mousse qui était choisie, viscoélastique versus mousse classique. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de la chaussure, et après on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait dire beaucoup, et puis peut-être qu'on pourra en discuter si vous avez des questions. Mais ici, une autre étude intéressante qui va cette fois dans le sens plutôt inverse, ça veut dire qui n'apporte pas de bénéfice aux impacts et à la vibration. C'est l'étude donc ici donc de Kunmala donc en 2018. Et eux, ils se sont intéressés à faire des tests avec deux paires de chaussures. Une chaussure qu'ils appelaient maximaliste et puis une chaussure contrôle. La maximaliste, c'était donc une Oka. La contrôle, c'était une Brooks. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait courir les personnes sur le plat. C'était que des coureurs qui attaquaient au niveau, au niveau du pied avec le talon. Et ils ont regardé le pic, on va dire, de force, l'impact et également la raideur de la jambe. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Là, les deux qui sont ici, disons que pour l'instant, c'est pareil. Ça représente l'impact du pied au sol. Ce que l'on voit, c'est que de toute façon, c'est une tendance qui est à peu près similaire. Ça veut dire que les deux, on va dire, paramètres de l'impact montrent qu'on a un impact plus grand lorsque l'on court avec les chaussures de type maximaliste par rapport aux chaussures minimalistes. Donc si le rôle de la chaussure ici était de réduire l'impact, ça ne marchait pas, puisque lorsque l'on demandait aux coureurs de courir normalement comme ils le souhaitaient avec les chaussures qui avaient des forts amortis, eh ben, les impacts étaient retrouvés plus grands, et notamment en fonction, on va dire, de la vitesse. Alors, il faut prendre ce résultat avec beaucoup de pincettes, puisqu'il y a d'autres études qui montrent absolument l'inverse. Donc là, je vous ai pris, on va dire, une étude tirée d'autres études. Il y a des études qui montrent que l'impact peut être augmenté lorsqu'on augmente l'amorti, d'autres qui montrent qu'il peut être diminué, et puis il y en a même d'autres, Chen et collaborateurs en 2018, qui montrent qu'il n'y a aucun effet. Ça veut dire qu'on se comporte de la même manière. Alors, d'où viennent on va dire, cette variété de résultats et d'où viennent ces résultats qui peuvent être, on va dire, perçus comme contradictoires? Eh ben, ça vient du fait, en fait, ici, on a un petit éclairage avec ce graphique. Ça vient du fait que la jambe, on va dire, le membre inférieur, va s'adapter avec la chaussure. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler correctement comment va courir une personne lorsque l'on va changer l'interface sol, on va dire, pied, donc la chaussure avec la semelle. Et en fait, dès que l'on va changer de chaussure, on va également modifier sa biomécanique de la foulée. On ne va pas courir de la même façon avec des chaussures qu'on va dire contrôle et des chaussures qui ont des amortis qui sont grands, d'autant plus si la chaussure est lourde ou elle est légère. On va s'adapter à la chaussure. Et là, ce paramètre ici, c'est la raideur du membre inférieur qu'on peut calculer en biomécanique et qui montre
on va dire, la capacité du membre inférieur à résister justement à la déformation lorsque l'on pose le pied au sol. Et on se rend compte que si jamais on augmente l'amorti de la chaussure en termes de taille, eh ben, le membre inférieur va tenter d'être plus raide pour justement peut-être compenser cette compliance que l'on avait donnée avec la chaussure. Donc en fait, ça a été déjà montré dans la littérature que la raideur de la jambe peut s'adapter en fonction de la surface du sol pour essayer d'avoir une constante en fait au niveau de la raideur, au niveau vertical, qui soit toujours identique. Et donc on a une capacité d'adaptation qui peut changer en fonction du sol ou de la chaussure. Donc en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, attention, l'augmentation de l'amorti peut générer une augmentation des impacts ou pas. C'est très très individuel. Ça veut dire que les stats arrivent à montrer des tendances, mais ça dépend des personnes. Il y a des répondants, des non-répondants. Et ça dépend en grande partie des adaptations du membre inférieur que l'on peut avoir à la chaussure et de comment on va s'adapter justement à cette nouvelle interface. Alors justement, si on parle un petit peu maintenant de la biomécanique de la foulée, il me reste combien de temps? Ok, on va speeder alors. Si jamais on s'intéresse à la biomécanique de la foulée, on se rend compte en fait que dès les années 80, il y avait Kavanagh et collaborateurs qui avaient eux déjà visualisé deux types de poses de pied, deux types de foulées. Et ces types de foulées, elles avaient été caractérisées par coureur arrière-pied, coureur médio avant-pied, et puis ils avaient même proposé un indice de calcul de cette pose de pied sur les plateformes de force. Alors ici, c'est une photo qui a été prise de deux coureurs qui couraient ensemble, justement, et qui avaient deux types de foulées qui étaient assez différentes. On voit ici celui de droite qui va être plutôt avec une pose de type médio avant-pied, alors que celui de gauche, il va avoir plutôt une pose de type arrière-pied. Et en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment la pose du pied au sol, mais ce qui va être intéressant, c'est tout ce que ça va, on va dire, qu'est-ce que ça reflète au niveau du comportement du membre inférieur. Ça reflète des énormes changements au niveau cinématique. Cinématique, ça va être les angles, par exemple, au niveau du genou, les angles au niveau de la cheville, ça peut être également au niveau de la hanche. Et on s'aperçoit ici que les coureurs arrière-pied ont peut-être la jambe plus tendue lors de, on va dire, de la pose du pied au sol, alors que les coureurs avant-pied auront la jambe beaucoup plus fléchie. Et puis pareil, il y a des différences au niveau de la cheville. Et de manière encore plus intéressante, si jamais on fait la projection du centre de masse au niveau du sol et qu'on regarde par rapport sa position par rapport à l'appui, donc du pied au sol, eh ben on se rend compte que plus on court de type arrière-pied et plus en fait on va éloigner la projection du centre de masse par rapport à l'appui. Et ça, ce n'est pas anodin, puisque ça va augmenter le bras de levier du moment de force au niveau de l'articulation du genou. Et l'augmentation du bras de levier au niveau du genou va augmenter les contraintes mécaniques, justement, au niveau de cette articulation chez les coureurs arrière-pied. Alors, très rapidement, là, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des études qui se sont intéressées à la prévalence des types de pose du pied en fonction des distances. Ce que l'on peut juste retenir, c'est que plus la distance est grande, donc plus on va vers des marathons, voire même des distances qui sont encore plus grandes, et plus la proportion de personnes qui posent, on va dire, le pied par l'arrière du pied pour commencer est grande, puisqu'on arrive jusqu'à même 95% des personnes qui sont testées dans ces études, contre 5% seulement sur des joggers, des marathoniens, ici, lorsque l'on regarde les coureurs médio avant-pied. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ces techniques de pose du pied, donc ces techniques de pose du pied, je rappelle, c'est un reflet de toute la biomécanique de la foulée et c'est peut-être un mauvais indicateur. On en reparlera après, mais c'est peut-être pas le meilleur indicateur. Mais les chercheurs ont commencé par ces indicateurs pour essayer de catégoriser un petit peu les types de foulées. Et ce que l'on voit, c'est que plus on est fatigué et plus on va passer également vers un comportement pied à plat ou arrière-pied. Donc là, il y a une étude, par exemple, qui s'était intéressée à analyser la foulée des coureurs au 10e et 32e kilomètre d'un marathon. Ici, au début, donc, ils étaient 88% à être arrière-pied au 10e kilomètre. Et ben, quand ils les ont retestés au 32e kilomètre, ils étaient passés à 93%. Donc, on a une tendance avec la fatigue de poser le pied soit plus à plat, soit plus en arrière. Mais si on était avant-pied, on va un petit peu attaquer un peu plus en retrait. Alors, comme je vous l'ai dit, la pose de pied est certainement un très mauvais marqueur du type de foulée. Mais les chercheurs ont commencé par essayer de trouver un petit peu des façons de représenter les types de foulée. Et puis après, il y a eu beaucoup de débats dans la littérature en disant attention, c'est pas parce qu'on attaque arrière-pied ou avant-pied que ça se simplifie comme ça. En effet, il y a toute la cinématique, il y a toute la cinétique, il y a tous les paramètres spatio-temporels, temps de contact, temps de vol.
Il y a 1 milliard de paramètres biomécaniques que l'on peut exploiter pour décrire la foulée d'une personne, et se contenter de la décrire avec juste pose arrière, pose avant, c'est certainement pas une très bonne solution, et ça c'est vrai. Donc, dans ce débat ici, donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés récemment à essayer de proposer, on va dire, d'autres classifications de la foulée. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. En tout cas, ils proposent, on va dire, un modèle sur 2 axes, avec un premier axe qui est l'axe vertical, qui va décrire ici un petit peu en bleu la hauteur de la trajectoire du centre de masse durant la phase de vol, et un axe horizontal qui va décrire un petit peu plus la longueur de la foulée ou la fréquence de la foulée. Et il part du principe qu'en essayant de combiner un petit peu tous ces paramètres, temps de contact, temps de vol, hauteur du centre de masse, fréquence, longueur de pas, c'est principalement ces 6 paramètres, et ben on peut arriver à différents types de foulées, différents patterns de course qui lui décrit sur un axe horizontal qui va de hop jusqu'à donc des foulées appuyées, et puis ici qui va de foulées bondissantes jusqu'à des foulées qu'il appelle stick, donc foulées bâton, et tout ça en fonction donc justement un petit peu de tous ces paramètres, temps de contact, temps de vol, fréquence, longueur du pas. Si jamais vous êtes intéressé par cette catégorisation, je vous laisserai lire son article qui l'explique très bien. Alors, ce n'est pas en tout cas une catégorisation que l'on va nous utiliser, parce qu'elle déjà elle est trop jeune, il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont utilisée, voire aucune. Et donc on va rester un petit peu sur maintenant toujours essayer de comprendre la biomécanique de ces 2 types de foulées qu'on va catégoriser par médio avant-pied puis arrière-pied, bien qu'on sait que ce ne soit pas forcément des très bons marqueurs. Mais vu qu'il y a des études qui les ont, on va dire, étudiées, ça vaut le coup d'aller un petit peu voir ce qu'ils ont fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la façon dont on va courir, la biomécanique de la foulée, on a dit va impacter le sol, va générer une vibration, mais ça va également, on va dire, générer des moments musculaires, des forces articulaires qui seront également très différentes. Alors, très rapidement, si on regarde ce qui se passe au niveau des articulations, là ici on est uniquement au niveau de la partie de l'amorti lors de la phase de contact, donc on est sur la première moitié du contact du pied au sol, et on va regarder un petit peu le travail qui est généré par les différentes articulations. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que durant la phase d'amorti au sol, eh ben, la plus grande partie du travail est absorbée par le genou lorsqu'on est coureur arrière-pied, et moins au niveau du genou quand on est coureur avant-pied. Et au niveau de la cheville, c'est l'inverse. Eh ben, quand on est coureur avant-pied, on a un plus grand travail qui est ici lié à l'amorti au niveau de la première phase de contact, au niveau de la cheville, coureur avant, médio-pied, alors qu'on a un moins grand travail mécanique réalisé au niveau des coureurs arrière-pied. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que quand on est coureur médio-avant-pied, eh ben, on va plus faire travailler la cheville, et quand on est coureur arrière-pied, on va plutôt faire travailler le genou, lors de la phase d'amorti uniquement, puisque cette même étude a montré que lors de la phase de propulsion, donc la deuxième partie du contact, il n'y avait aucune différence sur le travail mécanique de chaque articulation au niveau de la deuxième partie du contact. Donc c'est vraiment durant la phase d'amorti que principalement ça se joue au niveau des types de foulées. Alors étant donné qu'il y avait plus de travail mécanique absorbé au niveau de la cheville, eh ben, des études ont directement été voir un petit peu ce qui se passait au niveau des fléchisseurs plantaires et en premier lieu au niveau des tendons d'Achille. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré qu'en moyenne, il y avait une force de plus de 10%, on va dire, chez les coureurs avant-pied comparé aux coureurs arrière-pied. Donc la force, on va dire, exercée sur le tendon d'Achille est plus grande chez les coureurs avant-pied comparé aux coureurs arrière-pied, ce qui va dans le sens d'un travail mécanique plus grand au niveau de la cheville. Au niveau de l'adaptation du tendon, il y a une autre étude suite à l'autre que l'on a présentée avant, d'Almedoder. Et ben ici, se sont intéressés cette fois, est-ce qu'il y avait des adaptations au niveau du tendon d'Achille? Et très rapidement, ils montrent qu'il n'y a strictement aucune adaptation, que ce soit en termes de contrainte, de raideur, de surface de section transverse du tendon au niveau du tendon d'Achille. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a plus de tension au niveau du tendon d'Achille que ça peut générer une meilleure adaptation du tendon. En tout cas, si on fait confiance à cette étude, il n'y en a qu'une sur le sujet à ma connaissance, donc il faut aussi la prendre avec des pincettes. Par contre, si jamais on va un peu plus loin sur les fléchisseurs plantaires, ce qui montre, c'est que là, par contre, il y a une adaptation au niveau de la force maximale des fléchisseurs plantaires. Ça veut dire que quand on est coureur avant-pied, on a donc une plus grande tension sur le tendon d'Achille. Ça ne génère pas forcément une adaptation de celui-ci, mais au niveau des fléchisseurs plantaires, on aurait une augmentation de la force maximale. Donc, les coureurs avant médio-pied présentaient une plus grande force maximale lorsque l'on contrôlait également le niveau des coureurs en termes de pratique et également si on contrôlait par rapport au sexe.
Et ce que l'on voit, c'est que par contre, ce que l'on ne sait pas, pardon, excusez-moi, c'est qu'on ne sait pas si jamais est-ce qu'ils sont plus forts parce qu'ils courent médio avant-pied ou est-ce qu'ils courent médio avant-pied et qu'ils deviennent plus forts. Donc en fait, ça, on n'a pas encore ces réponses, mais tout ce qu'on sait, c'est que la force max semble plus élevée. Bien entendu, on retrouve l'inverse au niveau du genou. Ça veut dire que ici, les coureurs avant-pied, si jamais ils ont une plus grande contrainte mécanique au niveau de la cheville, eh ben, ils ont des contraintes mécaniques qui sont plus faibles au niveau de l'articulation du genou. Et là, on était sur l'articulation fémoro-patellaire avec moins de pic de force et moins de force également moyenne appliquée sur cette articulation. Je vais passer, parce que j'ai plus le temps. Ici, on va passer directement sur les dernières diapos aux blessures. Et c'est juste pour vous dire que, d'abord celle-ci, c'est qu'il y a des liens entre l'impact le niveau d'impact du pied au sol et les risques de blessure. Les premières études, elles datent des années début des années 2000 jusqu'à 2011 ici, puis 2009 avec Paul ici. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des coureurs qui étaient uniquement arrière-pied, qui étaient blessés dans la dernière année avec une blessure spécifique. Donc là, ils ont pris ici avec des personnes qui avaient eu des fractures de fatigue durant l'année passée et des aponevrosites plantaires et les ont fait courir et les ont comparés avec des groupes contrôle. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est que ceux qui avaient ces historiques de blessures présentaient des impacts plus grands. Donc il semblerait qu'il y ait un lien entre le niveau d'impact et le risque de certaines blessures au niveau du membre inférieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas vous présenter une autre étude, mais il y a une étude un peu récente qui s'est intéressée à réduire le niveau d'impact avec un feedback visuel. Ça veut dire qu'ils font courir les gens sur un tapis roulant. Ils leur présentent la courbe de force. Ils demandent de réduire cette courbe de force avec, on va dire, un retour visuel. Ils les entraînent pendant 2 semaines. Ils les ont suivis pendant 1 an. C'est l'étude de Chan et collaborateurs en 2019. Et 1 an après avoir travaillé sur les impacts, ils ont montré qu'il y avait moins de blessures pour ceux qui avaient justement eu un feedback sur la diminution des impacts par rapport aux autres. Donc il semblerait que d'un point de vue prospectif, on va dire ce lien entre impact et risque de blessure soit actuellement, en tout cas, les preuves sont encore fragiles, mais ça semble aller dans ce sens. Tout ça pour dire également qu'il peut y avoir également d'autres contraintes sous forme de torsion lorsqu'on pose le pied au sol. On peut également, quand on pose le pied au sol, avoir une contrainte autour de l'axe vertical qui peut générer donc une torsion au niveau du membre inférieur qu'on peut enregistrer grâce à ce qu'on appelle au moment libre. Et ça a également été montré que tous ceux qui ont des moments libres ici qui sont plus grands ici, eh ben, présentaient des historiques de fracture, alors que ceux qui n'avaient pas d'historique de fracture présentaient des moments qui étaient plus faibles. Alors le lien direct, pour conclure, le lien direct entre les blessures et la biomécanique de la foulée aujourd'hui, il est franchement pas clair. Donc on a vu que lorsque l'on avait des types de foulées, on avait des contraintes mécaniques appliquées au niveau du membre inférieur qui étaient très différentes. Que ce soit en termes d'impact, que ce soit en termes de vibration, de force de compression, de moment de force articulaire, tout était différent en fonction de la façon dont on allait courir. Et ici, il y a une étude qui était intéressante, enfin qui est toujours intéressante. Donc c'est une étude de Daoud et collaborateurs de 2012. En fait, c'est à l'université d'Harvard qui travaille et il a fait passer donc ces athlètes de l'université il leur a fait faire des tests et il a regardé justement ceux qui étaient médio avant-pied et ceux qui étaient arrière-pied, si jamais ils avaient plus ou moins un risque de blessure, une incidence des blessures qui était similaire. Donc c'est une étude prospective. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que, ici, vous voyez, regardez les coureurs forefoot striker, ici, là, c'est les rear foot striker, donc arrière-pied, avant-pied. Et ce que l'on voit ici, c'est que les blessures sont ici plus grandes chez les coureurs arrière-pied comparées aux coureurs avant-pied. Et ça, en moyenne, c'était 2 fois plus grand chez ces types de coureurs. Alors, il faut maintenant prendre un petit peu de recul par rapport à cette étude, puisqu'elle a été concentrée chez des coureurs de 10 000 mètres, donc des coureurs qui avaient déjà des gros risques de se blesser avec des intensités d'effort qui étaient assez élevées, des vitesses très grandes. Et là, il y a 2 études qui sont sorties récemment, dont celle d'Anderson et de Lopez de 2023. Et eux, c'est des revues de littérature. Et eux, ils montrent qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour avoir en tout cas un lien direct entre la biomécanique de la foulée et justement le risque de blessure. Quand on parlait du risque de blessure, c'était bien les blessures de surutilisation et pas les blessures traumatiques de ce type, on va dire, accidentel, entorse de cheville ou autre. Alors, ici, 2024, un état des lieux de tous les types de blessures, ici, et le lien, enfin pas les types de blessures, pardon, les liens entre les paramètres morphologiques, les paramètres biomécaniques, les paramètres individuels et
justement les risques de blessure. Et ce que l'on peut retenir cette diapo, je ne vais surtout pas la présenter parce que vous comprenez bien qu'elle est impossible déjà à présenter et qu'elle est très difficile à comprendre. Tout ce que l'on peut retenir, c'est que l'origine des blessures est quand même multifactorielle et que si on fait un état de l'art sur tout ce qui peut impacter, on va dire, influencer le risque de blessure, eh ben c'est énorme et il y a vraiment beaucoup de paramètres. Et la partie biomécanique, regardez ici, qu'on vient d'étudier, nous, elle est juste ici. Donc, quand on parle du risque de blessure et de la biomécanique de la foulée, il faut bien se rendre compte qu'on est dans ce petit morceau du graphique et qu'il y a tout ça que l'on peut travailler aussi pour prévenir les blessures. Donc, il faut bien relativiser quel est l'impact de la biomécanique de la foulée par rapport au risque de blessure. Ici, c'est pareil, il peut y avoir les mêmes études qui sont faites en fonction ici de l'origine des blessures. Et là, on retrouve dans la revue de littérature ici proposée, donc c'était par Will Watcher, et ici, on retrouve 1 milliard de paramètres biomécaniques pouvant être, on va dire, corrélés au risque de blessure. Et tout ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons d'analyser la biomécanique de la foulée, d'aller extraire des paramètres, qu'aujourd'hui, ça part vraiment dans une grande variété de paramètres et qu'on a besoin d'avoir justement un petit peu plus de contrôle et un petit peu plus, on va dire, de cohérence dans l'analyse biomécanique que l'on fait, puisque on a vraiment beaucoup de paramètres et aujourd'hui, si jamais on doit tirer quelque chose de tout ça, on est strictement incapable de le faire. Alors, pour conclure, et cette fois, j'ai essayé de le dire 3-4 fois pour essayer de gagner du temps, mais pour vraiment conclure, ce que l'on peut dire, c'est que vraiment la biomécanique de la foulée, c'est quelque chose d'assez complexe avec vraiment des paramètres cinématiques, spatio-temporels, cinétiques. Et dans chacune de ces familles, il y a vraiment beaucoup de paramètres mécaniques. Et aujourd'hui, c'est complexe, il faut faire du tri, il faut essayer justement de travailler un petit peu sur catégoriser cette biomécanique de la foulée pour mieux la comprendre avec, on va dire, la blessure et la performance. La blessure aussi, c'est multifactoriel. Et donc, c'est pour ça que le lien entre la blessure et les paramètres biomécaniques, ça reste flou et vague. Même si beaucoup de chercheurs s'y intéressent, ça reste quelque chose qui est très difficile à mettre en avant. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que dans tous les cas, quand on parle de course à pied, on était dans un environnement qui était, on va dire, on n'était pas sur ce type encore ici. Forcément, toutes les études que j'ai citées, c'était sur la course, le trail, mais pas forcément le trail et l'ultra trail avec des dénivelés qui sont énormes, avec des terrains qui sont très accidentés, avec des technicités et des niveaux de fatigue qui sont énormes. Et peut-être que le meilleur conseil que l'on peut donner, c'est d'avoir une variété de foulées et surtout une bonne flexibilité de sa foulée. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas une foulée type qui permet de minimiser les risques de blessure ni de maximiser la performance, mais certainement qu'il y a des types de foulées et qu'elles dépendent également de la nature du terrain, de la fatigue et de tout ce que vous allez, on va dire, rencontrer quand vous allez courir dans l'environnement. Et donc, c'est peut-être le fait de s'adapter qui permet de se protéger de ces risques de blessure. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour ta solide présentation et puis aussi pour cette mise en perspective de la biomécanique dans les risques de blessure. Tu es dans le timing, donc temps de présentation plus questions en plus. Parfait. Donc un gros timing. On va prendre 1 ou 2 questions si vous en avez, puis on pourra couper court si vous avez trop faim. Oui Julien. Merci Nicolas pour ta présentation. Moi j'ai une petite question parce qu'on parle du trail et de l'ultra. Donc tu nous as fait une très belle présentation sur la foulée donc en course. Et il faut savoir que tout le monde sait dans un ultra surtout on marche énormément et que courir et marcher ce n'est pas du tout pareil. J'aimerais savoir si tu as un peu des infos justement sur les impacts de la foulée en marche lors d'un trail ou ultra sur le risque de blessure, etc. Alors, à ma connaissance, non. Moi, j'ai pas de données là-dessus. J'ai de la littérature, par contre, sur la marche, mais en dehors du trail. Ça veut dire, parce que ça, c'était d'un de mes axes de recherche au début principal. C'était même la marche, l'amorti, les impacts. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a aussi un impact, il y a aussi du stress, il y a aussi des vibrations lorsque l'on marche. Et elles sont moins grandes, certainement. Enfin, ça, c'est sûr même. Parce qu'on a moins, on va dire, on n'a pas de phase de vol en marche, donc l'impact part on va dire, avec une vitesse qui est plus faible, donc on a moins de vitesse à amortir, et donc on a moins d'impact, et on a moins également donc de vibration. Mais il y a quand même une vibration du système musculo-squelettique, tout existe, mais à moindre échelle. Après, la question, c'est est-ce que le fait de courir ou de marcher pendant des heures et des heures et des heures pourrait quand même générer, on va dire, des risques de blessure? Je pense que oui.
Ça a déjà été montré, en effet, que dans tous les cas, parce que si on regarde sur un ultra trail et qu'on regarde la proportion de marche par rapport à la course, chez des personnes qui sont plutôt, on va dire, récréationnelles, ils marchent beaucoup en fait. Et ils ont des risques de blessures qui sont également très grands. Donc peut-être que ce résultat démontre que, on va dire, ça génère quand même des contraintes qui sont élevées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi j'en ai une peut-être un peu plus simple. Tu as beaucoup parlé des forces verticales. Si on augmente la souplesse d'une semelle, hein, l'aspect viscoélastique, est-ce que du coup ça entraîne d'autres aspects négatifs comme les forces latérales, un moins bon maintien de la cheville, ou est-ce qu'il n'y a aucun lien entre les deux? Est-ce qu'il y a, quand on gagne des points positifs sur l'amorti, est-ce qu'on en perd sur le maintien latéral? Oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire qu'une des limites, on va dire, de la hauteur de l'amorti, c'est justement la stabilité que ça va générer. Donc plus on augmente l'épaisseur de la semelle, et plus on va peut-être gagner en amorti qu'on appellera peut-être passif. Passif, ça veut dire que ce n'est pas l'amorti qui est lié à la foulée, mais l'amorti qui est lié, on va dire, au matériel qu'on va utiliser. Et cet amorti, on va certainement gagner, mais par contre, on va avoir peut-être des déformations. Et là, il y a des études intéressantes qui sortent avec le risque justement sur les tendinopathies d'Achille et qui montrent que si jamais on a, on va dire, une plus grande déformation, en tout cas de la semelle, peut-être ça va générer plus de, on va dire, de mouvements dans l'axe pronation-supination et ça peut générer des tirages sur le tendon d'Achille qui peuvent être un petit peu perturbés et ça peut générer des risques de tendinopathie d'Achille. Là, il y a une très belle revue de littérature qui est sortie un peu là-dessus et qui est intéressante justement là-dessus, sur ce point. Oui. On en fait une très rapide. Je pense qu'on est bon. Encore une question. Merci pour votre présentation. J'avais juste une question au niveau de... Donc vous nous avez parlé de l'impact et autres. Et je peux parler un peu de l'ultra trail et du trail. Mais votre avis aussi sur les semelles carbone, parce qu'on sait que tout ce qui est semelles carbone, on a une augmentation de la foulée, une augmentation de notre temps d'envol et aussi une baisse de notre cadence de pas. Donc est-ce que vous avez des données ou pas sur cette partie-là? Sur la semelle carbone, aujourd'hui, ça commence à être un peu documenté. Et on sait qu'en effet, ils ont un impact sur la performance. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de biomécanique, la semelle carbone, ça a été étudié depuis des dizaines d'années, hein, et qu'il y avait souvent des échecs vis-à-vis de l'augmentation de la performance avec l'utilisation de plaques carbone. Et là, depuis en effet quelques temps, en effet, il y a les équipementiers qui ont trouvé certainement des bons matériaux, des bons réglages qui ont permis justement de profiter de cette plaque carbone pour essayer de, on va dire, emmagasiner de l'énergie et puis après la restituer, ce qui permettrait d'avoir un petit peu plus d'énergie élastique en retour durant la phase de propulsion et d'améliorer un petit peu justement cette énergie. Et donc, ça diminue un peu ta capacité, toi, à la produire par les muscles. Donc en fait, quand tu bénéficies plus de cette énergie élastique dans la plaque carbone, eh ben, tu produis moins d'efforts musculaires et donc ça réduit ta consommation d'oxygène et ça permet justement soit d'être moins fatigué ou soit d'augmenter ta vitesse. Et aujourd'hui, on estime que les meilleures chaussures avec des plaques carbone de certaines marques que tu dois connaître, on arrive à gagner jusqu'à 1% de performance. Mais en tout cas, on est sur ces ordres de grandeur en termes de performance et surtout, les études qui se sont intéressées à ces chaussures montre que c'est très individuel. Ça veut dire que tu peux en porter une et avoir aucun effet, voire même que ce soit un effet délétère. Et puis tu peux en porter une paire et puis avoir des effets très positifs. Donc, comme on disait, en moyenne, tu peux gagner jusqu'à 1%. Mais par contre, très clairement, tu peux dégrader ta foulée si jamais tu n'es pas répondant à ce type, on va dire, de chaussures et de technologies. Mais par contre, sur la chaussure, un des principaux points, ça reste le poids. On n'a pas parlé puisque c'est une autre... mais en tout cas, plus les chaussures sont légères. Ce qu'il faut à peu près savoir, c'est qu'on est à peu près à 1% de VO2 gagné par 100 grammes de chaussures. Donc dès que tu vas gagner 100% sur ta paire de chaussures, tu gagnes, on va dire, à peu près 1% de ta VO2 en termes de consommation d'énergie métabolique. Donc ça veut dire que tu vas dépenser moins d'énergie pour courir avec des chaussures plus légères. Et donc finalement, tu vas gagner également soit en vitesse, soit en fatigue. Donc courons pieds nus. Ça fait mal. Ça fait mal. On s'arrête là. Merci beaucoup. Il y avait peut-être une question. Non, oui. Fabrice, rapidement. Donc on s'arrête pas là. Vas-y.
C'était super intéressant, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des études, notamment sur dans les usages des bas de compression dans les usages, il semblerait que ça favorise les crampes. C'est simplement ma question. En tout cas, j'ai rien lu là-dessus, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses. Je n'ai pas ce niveau d'information. D'un point de vue physiologique, ça pourrait se tenir. Étant donné qu'il y a peut-être moins d'activité musculaire lorsqu'on a des tissus de compression, que peut-être ça peut également améliorer le retour veineux, donc la partie un petit peu cardiovasculaire en termes de récupération aussi. Donc moins on perturbe le muscle et moins on va perturber l'homéostasie et peut-être moins on pourrait être éventuellement avoir des crampes. Mais là c'est vraiment spéculatoire, il n'y a aucune preuve là-dessus, mais d'un point de vue physiologique, en tout cas, l'hypothèse pourrait se tenir. Ok. Merci beaucoup pour votre attention ce matin. Donc vous avez vu, on est passé du coq à l'âne entre les deux dernières présentations, approche touristique et puis approche biomécanique. C'est à la volonté de la journée. Cet après-midi, on sera divisé en deux. C'est dès 14 h, c'est ça? Voilà, amphi juste à côté, donc A1 et celui-ci A2. Vous faites votre choix et puis on se revoit à 14 h après la pause déjeuner.